des journées informatiques à l'UNIKIN. Alors, vraiment, merci beaucoup. J'aimerais que nos trois intervenants puissent réagir. Monsieur Desmond, est-ce que vous êtes là? Allô? Cordon Kevin, malheureusement, M. Desmond n'est pas encore disponible. D'accord. Monsieur Patrick Ilunga, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Je vais d'abord commencer par louer l'initiative de ce cercle de la réforme. D'abord, je suis impressionné par l'initiative et aussi je tiens à féliciter au coordonnateur de cette structure pour avoir pensé à réunir les jeunes afin de réfléchir sur des questions de l'air, afin de booster notre pays. Comme on m'a présenté, je suis Patrick Ilunga, l'ex-coordonnateur de justice informatique à l'UNIKIN. Je suis aussi coordonnateur de l'une dynamique scientifique, Ligue des jeunes scientifiques. Et je tenais à préciser qu'ici je vais intervenir en tant que scientifique sur cette question du changement de la Constitution. Madame Fifienne, est-ce que vous pouvez dire de votre micro, je vous prie? Alors, je tenais à préciser que je vais intervenir, donner une intervention en tant que scientifique, bien quand même que la question tend vers une question juridique. Mais nous allons parler en tant que scientifique et en tant que patriote congolais et donner notre avis là-dessus. Voilà quand même d'une manière brève notre présentation. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci à monsieur Patrick Ilunga pour votre disponibilité. Nous avons hâte de vous écouter. Il y a monsieur Rabi Epala. Est-ce que vous êtes là? Pouvez-vous vous manifester, je vous prie? Ouais, bonsoir, chers organisateurs. Bonsoir, chers éditeurs. Nous sommes là, il y a les bien présents, et je pense que, comme l'avaient souligné les organisateurs, c'est un débat qui a pour objectif, n'est-ce pas, d'éveiller, d'éclairer cette jeunesse que nous sommes par rapport à cette question d'enjeu tellement majeur qui fait surface aujourd'hui dans notre société. Donc, nous sommes là. Et très content d'être ici dans ces forums pour échanger autour de ces sujets. Merci. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Bon, moi j'ai dit déjà merci en avance, déjà pour votre disponibilité parce que c'est un dimanche soir. C'est bien sûr à 7 heures, beaucoup de gens sont déjà fatigués avec l'outil qui reste. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à monsieur Patrick Ilunga qui va faire son exposé. Le sujet, je reprends, c'est le changement de la Constitution, priorité ou manigance. C'est bien sûr de l'autre côté, nous attendons à ce que, donc, de comprendre d'abord la nature du phénomène, de comprendre le problème, scientifiquement, parce que je rappelle que vous avez abordé le sujet scientifiquement. Nous voulons comprendre scientifiquement le phénomène, qu'est-ce qui se passe, le changement de la Constitution, de quoi s'agit-il, et quels sont les risques, quels sont les avantages, et quels sont les inconvénients, quels sont les risques pour vous, le peuple, pour le président lui-même, pour le gouvernement. En fait, peu importe de la façon dont vous allez l'aborder. Et puis, vous allez aussi nous faire part de vos opinions en ce qui concerne le changement de la Constitution en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Êtes-vous pour ou contre? Si vous êtes pour, pourquoi? Si vous êtes contre, pourquoi? Donc, il y a une partie objective qui nous informe de la nature du phénomène, du sujet, et il y a le côté subjectif où
vous faites part de votre opinion, de votre avis, et nous sommes prêts à vous entendre. Monsieur Patrick Kilima, vous avez la parole. 15 minutes. Vous avez 15 minutes. Oui, merci pour la parole. Alors, je vais quand même reprendre le sujet qui est le changement de la Constitution, priorité ou manigance. Pour la première des choses, ici qu'on doit tirer l'attention de tout le monde, ce n'est pas la révision constitutionnelle qu'on évoque ici, mais c'est plutôt le changement de la Constitution. Et le changement de la Constitution veut tout simplement dire, c'est en rédiger une nouvelle. C'est-à-dire, celle que nous avons ici, nous devons mettre ça de côté et pouvoir rédiger une autre constitution. Alors là, j'apprécie d'abord le sujet, parce que le sujet évoque une question en disant priorité ou manigance. Alors, du point de vue scientifique, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, je vais d'abord prendre ce sujet en deux volets. Le premier volet, c'est d'abord, est-ce que le changement constitutionnel est vraiment essentiel? Avant de... Depuis que la Constitution a été rédigée, depuis 2006, la Constitution que nous avons ici, c'est la Constitution de 2006. Alors, cette Constitution doit évoluer avec les temps par rapport à nos réalités de notre pays. Pour la réviser, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous devons adapter à cette Constitution. Parce que je vois, il y a beaucoup des articles que les politiciens congolais et les patriotes congolais évoquent pour évoquer les changements de cette Constitution, entre autres l'article 217, l'article 5 de la Constitution qu'ils sont en train d'évoquer. Alors, moi je suis sûr que ces articles-là qu'ils évoquent, c'est juste d'une manière échappatoire, alors qu'ils ont une certaine manière, ils ont des intérêts, oui, ils ont certaines choses qu'ils visent derrière ces articles qui s'évoquent. Mais la Constitution ne devait pas être seulement changée pour ces articles. Mais moi, je pense que la Constitution doit être changée parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit adapter, entre autres le système éducatif congolais, nous l'avons dit, les systèmes sécuritaires dans notre pays. Il y a tant de systèmes qui fait évoluer notre pays, qui nécessite vraiment qu'on doit adapter cette constitution par rapport à notre situation. Alors, est-ce que le changement de la constitution est-elle une priorité? Moi, j'ai dit non, ce n'est pas une priorité. Dans notre pays, il y a beaucoup de priorités. Quand est-ce que la constitution devrait-elle être une priorité? C'est au moment où notre certains articles qu'on doit réviser, où il y a une autre manière qu'on peut l'adapter. Mais cette constitution ne crée pas les dysfonctionnements de notre nation. C'est pour cela que j'ai dit que ce n'est pas une priorité. Nous avons beaucoup de priorités dans ce pays. Il y a entre autres les embouteillages qui embêtent les Quinois et la population quinoise que nous sommes. Il y a l'insécurité à l'Est qui n'aura pas une solution par les changements de la Constitution non plus. Moi, là, je suis tout à fait contre cette façon de voir les choses en disant que non, en changeant la Constitution, on va bien lutter contre l'insécurité à l'Est. Moi, je dis non, parce que l'insécurité à l'Est, il faut une politique
militaire qu'on doit mettre en place afin de bien lutter et une politique diplomatique qu'on devra mettre en place afin de lutter contre ça. Il y a la famine dans ce pays. Il y a entre autres le chômage dans ce pays. Est-ce que c'est la constitution, la nouvelle constitution va-t-elle nous apporter de l'emploi dans ces pays? Là, j'ai dit non. J'ai dit non, que les politiciens et que les compatriotes congolais qui réfléchissent sur cette question ne puissent pas réfléchir en termes politiques, mais qu'ils réfléchissent en termes scientifiques, afin de nous donner les arguments sûrs en disant réellement si la Constitution est à la base du chômage et à la base de l'incompétence que nous constatons au sein de la gouvernance de notre pays. Là, premièrement, je suis pas d'abord d'avis pour dire que le changement de la Constitution est une priorité. J'ai dit non, ce n'est pas une priorité. Maintenant, pour aller de l'autre côté qui est manigance, moi je pense que non, actuellement, quand ce sujet fait encore jour, c'est réellement de la manigance. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a ici une certaine classe politique qui constatent que non, ils sont déjà... Ok, j'espère bien que vous m'écoutez très bien. Oui, très bien. D'accord. Alors, je prenais déjà la partie manigance pour évoquer cette hypothèse de manigance en disant que réellement, le changement de la constitution évoqué par la classe politique actuelle, qui est d'abord une classe politique qui a déjà échoué depuis l'indépendance de notre pays. La classe politique congolaise a déjà échoué. Et cette classe politique qui est aux abois vient toujours avec des manigances, avec des sujets pour manipuler la population congolaise. Et moi, je suis d'avis que le changement de la constitution évoqué actuellement est réellement de la manigance. Pourquoi je l'ai dit? Parce que actuellement, s'il y a des questions prioritaires, ça ne doit plus être ce changement constitutionnel. Ça va prendre beaucoup d'argent à l'État congolais pour changer la constitution, parce qu'on doit organiser les votes. Et pour organiser les élections, pour organiser les oui et les non au changement, si on passe par les référendums, dans les cas où l'Assemblée nationale pourrait bloquer cette question, vous allez voir que non, l'État va dépenser des millions de dollars pour cette question. Alors que nous avons besoin des routes, alors que nous avons besoin d'infrastructures dans notre pays, nous avons besoin de créer de l'emploi. Mais la classe politique actuelle ne s'intéresse qu'à la politique, qu'à leurs intérêts qui est soit le prolongement du mandat de l'actuel régime en place, soit de leurs gains politiques qu'ils sont en train de poursuivre. Pourquoi ils ne s'intéressent pas à des questions sociales, des questions qui résolvent les problèmes sociétals? Entre autres l'embouteillage, entre autres la réforme administrative, entre autres le chômage, entre autres l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Ils doivent se pencher sur des questions qui sont des vraies questions et non sur des questions qui ne sont pas prioritaires comme la question du changement de la Constitution qu'on évoque aujourd'hui. C'est une question qui n'est pas réellement prioritaire. Nous avons plein de priorités dans ce pays-ci. Il y a l'insécurité à l'Est aujourd'hui. Nous constatons que Bunangana est aujourd'hui occupé par l'armée étrangère. Mais les gouvernements, les régimes actuels, la chose qui l'intéresse, c'est le changement de la Constitution. Est-ce que le changement de la Constitution pose-t-il du dysfonctionnement dans notre pays? Est-ce que c'est le changement de la Constitution qui empêche à ces gouvernements de se déployer, de déployer la force militaire, enfin de dégager les ennemis qui ont occupé d'une manière illégale notre parti Bunangana? Vous savez que non, lorsque une nation, une partie de notre pays, de notre nation est occupée par un groupe armé, un groupe militaire d'armée, ça met en cause notre souveraineté. Alors, pour que ces régimes puissent plutôt s'occuper à des questions prioritaires,
on nous amène le changement de la Constitution qui n'a rien d'autre que pour leurs intérêts, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Raison pour laquelle moi je juge que cette question est vraiment une question qui vient pour manigancer pour enfin s'éterniser au pouvoir et non une priorité parce que la Constitution en soi ne constitue pas actuellement un danger pour notre pays. Voilà quand même ce que je peux d'abord donner comme mon intervention. En écoutant les autres, tout pas, je pourrais vous y revenir. Merci beaucoup. Monsieur Dieudonné, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné, vous pouvez éteindre votre micro? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, monsieur Patrick. Vous n'êtes pas contre le changement, mais pour vous le considérez comme n'étant pas une priorité, mais plutôt comme étant une manigance de nos dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir. Si je peux résumer ce que vous avez dit tout au long de ces 15 minutes. Monsieur Raymond, bonsoir. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à monsieur Rabi Epala pour son intervention. Je rappelle encore notre sujet qui est le changement de la Constitution, priorité ou manigance. M. Patrick Ilunga a déjà fait part de ce qu'il en pensait et maintenant nous laissons la parole à M. Rabi Epala. M. Rabi Epala, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, chers organisateurs. Je pense que je me fais entendre là-bas. Oui, très bien. Bien. Le changement de la Constitution, une priorité ou une manigance, une thématique tellement pertinente compte tenu de l'actualité politique de notre pays. Alors, ici, dans ces petits temps, dans les peu de minutes qui nous sont données, nous essayerons non seulement de poser les accablures, mais aussi nous allons tremper dans les arcanes même du droit constitutionnel par rapport à la question. Les changements constitutionnels, qu'est-ce qu'il faut d'abord entendre par changement? Parce que c'est là que tout doit commencer. Le changement constitutionnel n'est rien d'autre qu'un mécanisme juridique auquel un État s'approprie pour mettre en place un nouveau texte, s'il faut le dire comme ça, qui va réglementer les fonctionnements ou encore la vie politique de cet État. C'est ça le changement constitutionnel. Alors, partant de l'organe sur la mise en place de la Constitution, il y a celui qu'on appelle l'organe, le pouvoir constituant originaire. Celui-là qui a pour mission de mettre en place, d'élaborer une nouvelle Constitution. Mais avant d'avancer plus loin, on doit d'abord revenir sur la notion de ce qu'on appelle procédés ou encore techniques d'élaboration de la Constitution. Avant tout, nous avons des procédés qui sont autoritaires. Il y a des procédés autoritaires d'élaboration d'une Constitution, il y a des procédés démocratiques et puis il y a des procédés mixtes. Alors, quels sont les procédés autoritaires? Qu'est-ce qui se passe? Dans les procédés autoritaires d'élaboration de la Constitution, en vrai, il y a l'homme fort, le Léviathan. Il se décide, il fait appel à son équipe, qu'on appelle techniquement les constituants originaires, il fait appel à son équipe, qui élabore une nouvelle constitution, et puis il vient nous imposer cela, sans qu'il y ait notre participation. C'est le cas de la loi fondamentale de 1960 sur la structure du Congo et la loi égale toujours de 1960 sur la liberté, ainsi de suite. Ce sont là les deux textes qui constituent l'exemple d'une constitution issue autoritaire.
d'élaboration. Alors, également des procédés de constitution, issus. Veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Monsieur David, vous pouvez éteindre votre micro? Ouais. Il y a également ces constitutions qui sont issues des procédés démocratiques. Et qu'est-ce qui se passe dans de telles situations? Il y a la population qui participe, parce que là nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative. Il y a la population, il y a le peuple qui participe à l'exercice de l'élaboration, mais cette fois-ci par voie représentative. Donc, au lieu que ce soit les cas, comme dans le cas de la technique autoritaire, où le chef, le Léviathan, fait appel à une équipe privée qui lui-même sait gérer, cette fois-ci, il y a les peuples qui participent, mais par voie représentative. Cela veut dire, par cette chambre qui représente le peuple, qui est le Parlement, et c'est au sein de cette chambre-là qu'il y a maintenant des débats essentiels sur la mise en place d'une nouvelle constitution. Et voilà, dans ces cas, les peuples participent. Les peuples participent cette fois-ci de deux manières. Ils participent par voie représentative, par les biais de ceux-là qui sont censés lui représenter, notamment les députés. Et ils participent également à l'exercice par voie référendaire. Vous comprenez un peu? Alors, en dehors de cette voie, il y a également la voie mixte, donc qui fait intervenir les procédés, les techniques des procédés autoritaires et les techniques des procédés mixtes. Et les techniques des procédés autoritaires et puis les techniques des procédés démocratiques. Donc voilà un peu les trois, ce qu'on peut savoir sur les techniques même qui donnent naissance à une nouvelle constitution. Mais par rapport à la question qui est celle de savoir si le changement constitutionnel dans notre pays aujourd'hui est une priorité, une question simplement de manigance politique, moi je m'inscrirais dans la logique où elle serait une manigance. Pourquoi elle est une manigance? Parce que les changements constitutionnels, tout comme la révision, ne constituent pas en réalité des infractions. Ça ne constitue pas non plus des péchés. Mais tout simplement, les porteurs de telles initiatives doivent nous démontrer clairement qu'est-ce qui dérange par les biais de ce qu'on appelle procédure préalable, soit à la révision, soit à la constitution, soit au changement. Ils doivent nous clarifier réellement, parce que c'est une question d'intérêt général. C'est une question juridique de haute portée, parce que quand on touche à la Constitution, vous savez, c'est toutes les lois de la République qui sont conformes, qui tirent leur conformité à la Constitution. Alors, dès que vous décidez, pas de réviser la disposition, quelques dispositions plutôt, mais de changer toute une Constitution, il y a des conséquences graves, même sur le plan normatif. Pourquoi? Parce que la Constitution, elle est là, c'est la loi mère, et toutes les lois du pays tirent leur source, n'est-ce pas, de la Constitution. Et voilà, pour porter une telle initiative, il faut avoir tous ces dépieds, tous les dépieds sur terre, toutes les énergies possibles, nous définir maintenant les motivations. On doit nous faire comprendre c'est quoi la fiscalité. Parlons un peu de l'approche d'une révision et puis nous allons tomber dans ce qu'on appelle changement constitutionnel. Je pense que c'est par là qu'on va citer en essayant de donner les conséquences tant politiques que juridiques et aussi sociales dans cette démarche. Partant de ceux-là qui sont dans l'école révisionniste, ceux-là qui veulent la révision constitutionnelle, il y a en doctrine ce qu'on appelle les procédures préalables à la révision constitutionnelle. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'initiative de la révision. À travers l'initiative de la révision, cette personne, toute autorité qui veut initier une proposition s'inscrivant dans le cadre d'une révision constitutionnelle doit d'abord emmener doit avoir ce qu'on appelle l'initiative de la révision. Dans l'initiative de la révision, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'auteur de la proposition doit nous expliquer quelle est cette disposition qu'on doit réviser, pourquoi on doit réviser la disposition et quelles sont les réformes. Voilà les trois éléments qui entrent en jeu. Donc, je veux par exemple réviser l'article 217 de la Constitution. Tu dois nous dire pourquoi tu veux réviser l'article 217 et dis-nous pourquoi en quoi l'article 217 constitue un danger pour le développement de l'État. Et puisque tu veux réviser, qu'est-ce que toi tu proposes en termes d'amendement? C'est comme ça que se passe les révisions constitutionnelles.
En dehors de ça, il y a également certains verrous qui sont prévus dans ce que nous appelons dans la doctrine les clauses d'intangibilité. Les clauses d'intangibilité n'est rien d'autre qu'un sachet, si on peut l'appeler comme ça, qui vient protéger, englober certaines dispositions qui ne sont pas à être révisées au nom de la souveraineté de l'État. Par exemple, les dispositions sur les mandats du chef de l'État. Notre constitution est claire à ce sujet, que lorsque vous voulez faire une révision, voilà telle disposition que vous ne pouvez pas toucher. Là, c'est clair. Donc, d'abord, vous respectez tout ce qui est procédure préalable à la révision, tout ce que je viens d'évoquer là-bas, à travers l'initiative de la révision. Et si vous finissez d'expliquer les pourquoi de votre révision, par exemple, si vous finissez, vous passez à ce qu'on appelle la rédaction du texte modificatif de la Constitution. Alors, après avoir rédigé votre texte, vous allez avec dans les instances habilitées pour recevoir ce genre de propositions. C'est pas dans les médias. En réalité, pour une question de révision constitutionnelle, on ne peut passer dans les médias que lorsqu'on a respecté toutes les procédures préalables. C'est en ce moment-là qu'on peut passer dans les médias pour maintenant solliciter l'adhésion populaire à votre projet. C'est comme ça que ça se passe dans des pays sérieux. Parce que la révision constitutionnelle, comme je l'ai dit au début, n'est pas en soi un péché. D'autant plus que c'est une option constitutionnellement prévue par notre constitution que nous avons de 2006. Alors, si vous faites ça, vous finissez, ça passe dans les débats. S'ils estiment nécessaire que parce que nous sommes soumis par la majorité, si la majorité estime que votre proposition soit passée, c'est bon, et puis vous obtenez cela, mais cela sera également conditionné par quelques techniques d'après. Notamment, il y a l'approbation par voie des référendums, parce qu'une question de révision, une loi de révision doit également être approuvée par voie référendaire. Et en dehors de ça, on doit également vérifier sa conformité à la Constitution. Donc, quand bien même que le juge constitutionnel congolais, nous avons aucun cas explicite dans lequel le juge constitutionnel congolais s'est prononcé ou encore s'est déclaré compétent pour juger les lois des révisions, par exemple, mais au moins, on doit se dire qu'il demeure le seul compétent. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle est là pour connaître la conformité à la Constitution de toutes les lois. Alors, une loi de révision, avant d'abord qu'il y ait cette qualificatif de révision, c'est avant tout une loi. Il y a des conditions qui doivent être vérifiées, des conditions qui soient conformes à la Constitution. Par exemple, ce que j'ai évoqué sur les verrous, le juge constitutionnel doit se rassurer ici que votre révision ne porte pas atteinte à ces dispositions qui sont protégées par les clauses d'intangibilité. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, vu qu'il y a encore des limites par rapport au temps, le juge constitutionnel peut aussi se rassurer que votre projet de révision n'a pas violé les souhaits de la Constitution en ce qui concerne les délais, parce que la Constitution de notre pays est claire. On vous dit que non, on ne peut pas réviser la Constitution pendant que nous sommes soit dans un état de guerre, soit dans un état de siège. Ça aussi, si le juge constitutionnel se rend compte que votre projet de révision intervient dans cette période, il peut aussi être déclaré, si on doit parler du projet, il peut aussi être déclaré non conforme à la Constitution. Donc, voilà un peu ces procédures préalables auxquelles on est censé se conformer lorsqu'on veut se définir comme porteur d'un projet de révision constitutionnelle. Alors, pour ce qui est du changement constitutionnel, malheureusement, la Constitution de 2006 a tout simplement prévu l'option d'un changement constitutionnel et d'une révision constitutionnelle sans pour autant prévoir la question du changement comme ce fut le cas avec la Constitution de transition de 2003. Parce qu'avec la Constitution de transition, lorsque vous lisez les dispositions finales, vous verrez que le législateur a été clair en fixant les techniques d'élaboration d'une constitution à venir. Mais ce qui n'est pas le cas avec la Constitution de 2006. Mais si on veut s'inscrire dans les principes, une constitution ne peut être changée que par la mise en place de notre texte qui sera revêtu d'une casquette constitutionnelle. Alors, de ces plans-là, il n'y a pas de problème. Mais seulement, tout changement de la Constitution, tout projet de changement doit justifier son urgence. Donc, les porteurs d'un tel projet
doit nous justifier de l'urgence même de la Constitution. Et moi ici, en tant que chercheur en la matière, je pense que si on doit noter quelque chose, vu que la Constitution de notre pays est muette à ce qui concerne les changements constitutionnels, moi je pense que par rapport aux conditions, par rapport aux conditions liées au changement constitutionnel, je pense que l'initiateur d'un tel projet doit au moins nous expliquer les blocages qui constituent ne fût-ce que 50% des dispositions constitutionnelles du Constitution en vigueur avant qu'il ne puisse nous parler de l'idée d'un changement. La Constitution est là, elle contient par exemple 100 articles, et je pense que celui qui veut nous faire croire que cette Constitution est mauvaise pour notre développement doit au moins nous expliquer que 50% des dispositions contenues dans cette Constitution qu'il veut modifier constituent un problème. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le débat sera tellement intéressant et on va maintenant comprendre l'urgence, on doit maintenant comprendre les besoins parce que tout ce qu'on veut, c'est le bien-être de la population, c'est le bien-être de la société. Alors, la Constitution, comme n'importe quelle juridique, n'a pas été conçue pour rester éternellement. On peut réviser s'il est faux, tout en respectant les procédures préalables, tout en respectant les clauses d'intangibilité. Et au besoin, on peut aussi changer. Mais la personne qui veut changer, qui a cette initiative de changement, doit maintenant nous justifier la qualité, les bien fondés de ce qu'il a en tête pour pousser à un tel changement. Mais par rapport attendez, je vais citer. Par rapport aux conséquences, je commence par les conséquences qui sont purement politiques. Cela veut dire qu'on fait du table rase. C'est-à-dire, tout répond à zéro, toutes les institutions organisées par la Constitution qui vient d'être changée tombent. Maintenant, nous organisons l'État partant de cette nouvelle Constitution. Cela veut dire, si vous avez un président de la République qui devait faire 5 ans, renouvelable une fois, qui a déjà épuisé ses 2 mandats, mais qui, au bout de ces 2 mois restants, pour aller à la fin de son mandat, il change la Constitution. Cela veut dire c'est 10 ans qu'il a passé, ou encore c'est 9 ans qu'il a passé dans l'ancienne Constitution, tombe caduque. Les jeux repartent à zéro. Cela veut dire que s'il y a la nouvelle Constitution qui va prévoir un mandat de 10 ans, le nouveau monsieur sera rééligible pour 10 ans. Ça, c'est le premier problème sur le plan politique, sur le plan institutionnel. Alors, les deuxièmes conséquences, c'est sur le plan normatif, sur le plan juridique. Il y aura maintenant plusieurs conséquences. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois qui seront obligées de tomber caduques. Et dites-vous que s'il y a certaines lois qui tombent caduques, là je me sens obligé de revêtir une casquette de nos frères pénalistes. Il y a certaines lois qui tirent leur source, par exemple de la Constitution, et qui érigent en soi des infractions. Alors, si seulement cette Constitution de qui cette loi trouvait sa conformité tombe caduque, cela veut dire que cette loi, en réalité, cesse de produire les effets. Vous comprenez un peu? Alors, si seulement cette loi qui doit également tomber caduque au même moment que la Constitution prévoit des infractions, obligatoirement, on tombe dans les cas de dépénalisation. Donc, il y aura des infractions peut-être qui risqueront d'être dépénalisées tout simplement parce que la Constitution, de qui cette loi qui constitue l'infraction trouvée, sa respiration tombe. Sur le plan juridique. Et sur le plan social, il y aura renversement de la société, le renversement des tendances. Il y a certaines valeurs qui vont risquer de devenir anti-valeurs. Il y a certaines anti-valeurs qui vont risquer de devenir valeurs, tout simplement parce que toutes les valeurs sociales trouvent pas leur respiration au sein de la Constitution. Je pense m'arrêter là en attendant des éventuelles questions, s'il y en aura bien sûr. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très poussée, monsieur Rabi Ekala. Vraiment, bon, moi personnellement, à travers votre intervention, j'ai déjà beaucoup de questions. Je ne sais pas si le temps va nous le permettre. Au départ, monsieur David Donézy n'était pas là, mais il a pu nous rejoindre
Alors, la fusée, donc nous ne pouvons pas le reprendre. Monsieur, bon, si je me le permets, Monsieur David Onésime, qui est licencié en droit à l'Université de Kinshasa, présentement assistant en enseignement, assistant juridique au cabinet d'avocats, donc c'est un juriste, initiateur et président de l'association Ensemble éducatif Le Congo mérite mieux et conférencier sur les sujets liés à la jeunesse et à l'engagement civique. J'espère que je ne me suis pas trompé, Monsieur David Onésime. Sur ce, je vous laisse la parole directement afin de réagir sur le thème qui nous réunit ici, à savoir le changement de la Constitution, priorité ou manigance. Monsieur David, vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole. Enfin, je m'excuse du retard avec lequel j'ai connecté parce que de la fiche que j'avais reçue, je pensais que l'activité devait commencer à 21h30. Et par contre, on dit que c'était plutôt l'erreur commise par la personne qui devait faire la fiche. Alors, la question est très délicate. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et salive actuellement. La question de changement, de modification de la Constitution. Il y a quelque temps, c'était la question soit du changement, soit de la modification de la Constitution. Mais étant donné que les acteurs clés de cette réforme ont migré vers les changements, et donc il faudrait que notre débat ou nos réflexions soient circonscrits sur la question liée au changement de la Constitution. Alors, je ne vais pas pouvoir revenir dans les considérations générales, définitions et tout cela, qui, à mon avis, j'estime, ont été dit Ibala, qui a déjà énormément abordé sur la question et qui a donné toutes les considérations nécessaires qui doivent être comprises pour parler de cette question à République démocratique du Congo. Alors, moi, je m'étais préparé à aborder cette question d'abord sur le plan juridique. S'il fallait parler de la modification de la Constitution, est-ce qu'il y avait des obstacles qui encadrent cette question pour faire en sorte que cette question ne puisse pas intervenir maintenant? Déjà, il faut savoir que les obstacles, il n'y en existe pas, parce que la Constitution elle-même est déjà claire sur comment se passe l'initiative de la modification de la Constitution, à qui provient l'initiative et encadrée bien évidemment par quelle procédure. C'est vrai qu'une partie du territoire national est sous état de siège à présent, mais ceux qui sont précurseurs de cette modification c'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore décidé très exactement sur ce qui doit être changé ou ce qui doit être modifié. Et que c'est une commission qui sera constituée, composée d'experts qui, eux, proposeront ce qui doit être changé pour la constitution que nous avons présentement ou que la constitution que nous devons avoir dans un futur proche, s'il s'agirait bien évidemment du changement de la Constitution. Alors, pour répondre à cette question, s'il s'agit d'une manigance ou réellement une opportunité pour le pays, je pense que la question politique est à prendre avec beaucoup de prudence. Parce que l'intérêt politique en Afrique n'a jamais été toujours l'intérêt commun. C'est-à-dire les politiques, lorsqu'ils veulent modifier une loi ou lorsqu'ils veulent obtenir l'abrogation d'une loi, ça n'a vraiment jamais, en tout cas à ma connaissance, été pour l'intérêt général. Ce qui fait même que nous avons des États, mais avec des systèmes politiques qui ne permettent pas de venir à bout des difficultés ou des problèmes sociaux que rencontrent les populations à travers l'Afrique. Tenez, je vous parlerai de la modification de la Constitution qui a eu lieu en 2011, je pense, si je ne m'abuse. Je crois que c'est en 2011 ou 10, si ma mémoire ne me trahit pas, où on a supprimé les seconds tours d'élections présidentielles pour ne laisser que l'élection
présidentielle ne se déroule qu'à un seul tour. Et comme conséquence, aujourd'hui, le président de la République qui est élu fait face à un problème énorme lié à sa légitimité. Parce qu'aujourd'hui, on peut devenir président de la République en République du Congo, même lorsqu'on n'a que 10% de voix. Il suffirait qu'il y ait beaucoup de candidats et que ces candidats se partagent le voix tel que le suffrage tel que exprimé. Et ça, c'est un problème énorme parce que quel devient un homme politique ou un régime politique ou un gouvernement lorsque celui-ci ne bénéficie pas d'une totale légitimité de sa population. Ça, c'est un problème. Et donc, il y a difficulté pour que la population adhère très exactement à toutes les mesures ou les réformes qui peuvent être proposées par ces gouvernements, celui-ci qui ne bénéficie pas d'une légitimité nécessaire. Alors, parlons de la question de manigance. Oui, on se poserait bien à croire que c'est une question de manigance. Mais tenez, il faut prendre cette question avec un œil beaucoup plus politique. Vous savez quelle est la définition du parti politique et leur principale mission. Les partis politiques sont là pour conquérir le pouvoir et essayer de le conserver le plus longtemps possible. Et dans cette conservation du pouvoir, les politiques réfléchissent et ne réfléchissent toujours pas à l'intérêt général, mais ils réfléchissent plutôt à l'intérêt particulier, les intérêts qui peuvent les servir eux dans ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. C'est même dans ces cadres-là qu'ils usent de toutes les ruses nécessaires ou de mesures nécessaires tant que ça leur permet de rester au pouvoir et d'y rester pendant le plus longtemps possible. Et nous avons comme l'impression que cette tendance ne fait que se reproduire. Parce que si aujourd'hui on essaie d'analyser la situation, il y a la question du changement ou de la modification de la Constitution qui est posée. Mais les partis qui ont au pouvoir aujourd'hui, hier, s'est farouchement opposé à la modification ou au changement de la Constitution. Et bien évidemment, ils avaient raison. Parce que quelle était l'intention de ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, lorsqu'ils voulaient la modification de la Constitution, c'est pour notamment modifier certaines dispositions qui permettraient à ce que celui qui était à l'époque leur leader puisse encore se représenter. Ils vous souviendront, je crois, de la séance plénière tenue en 2014 ou 2015 au Sénat sur la question liée à la modification de la Constitution. Toute la République avait les yeux rivés vers la Chambre haute du Parlement. Et je me souviens même que le président Léon Timbo, le président du Sénat à l'époque, l'avait dit que chers collègues, aujourd'hui nous décidons d'une question cruciale pour l'avenir de la République. Et toute la République est en train de nous suivre. Ceci pour démontrer que les politiques évoluent par rapport aux intérêts. Lorsqu'ils sont au pouvoir, ils cherchent toutes les mesures nécessaires et toutes les hypothèses nécessaires, toutes les manigances nécessaires qui leur permettent d'appuyer leur position. Et une fois ils passent de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils sont à l'opposition, c'est-à-dire les questions liées aux réformes, au changement, il suffirait que ça puisse toucher un peu à une part de leur espérance ou c'est à quoi eux ils aspirent réellement. Ça devient un problème parce qu'il faut qu'on se le dise et qu'on le reconnaisse. On n'a aucune preuve que tous ceux qui militent aujourd'hui qui disent non à la modification ou au changement de la Constitution, ils font exactement pour l'intérêt du peuple. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'hier, ceux qui n'ont pas été d'accord par rapport à la modification ou au changement de la Constitution ne le faisaient pas exactement pour l'intérêt de la République ou pour l'intérêt de la population. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de militer pour le changement ou la modification de la Constitution que nous avons aujourd'hui. Mais également, il y a une question qui se pose. Quelle est l'urgence à présent? Est-ce l'urgence? Parce que s'il faut parler du changement de la Constitution et qu'on voudrait le faire par le voie démocratique, un peu comme Christian Reba l'a évoqué tout à l'heure, c'est que cette Constitution, pour la nouvelle Constitution qui sera rédigée pour qu'elle soit adoptée devra passer par le référendum. Or, le référendum, c'est une question qui concerne beaucoup d'argent à la République.
a vu avec les récentes élections qui ont été organisées, c'est des millions de dollars que nous avons perdus. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des questions bien plus prioritaires qui nécessitent des financements, qui doivent faire en sorte que la population congolaise ou le peuple congolais puisse tant soit peu considérer ou constater l'évolution dans son quotidien. Et tous ces milliards de dollars aujourd'hui, si ça arrive à être dépensé que pour le référendum, ça sera quelque chose de perdu pour la République. Parce que nous avons beaucoup d'autres questions prioritaires qui nécessitent à ce qu'on puisse intervenir et qu'on résolve ces questions-là. Et donc, pour être beaucoup plus bref et moins élastique dans mon temps de parole, je pense et c'est intéressant parce que Rabi l'a évoqué tout à l'heure. Et l'une des avantages les plus importants qu'offre le changement de la constitution, c'est que le mandat, pour ceux qui ont déjà exercé un mandat à la tête de la République, cesse de compter. C'est-à-dire que si le président de la République est à terme de son dernier mandat, si tu lui donnes la possibilité de se représenter encore, et si tu donnes un avantage pour le parti de pouvoir qui se permettrait de pouvoir lui démarrer et de continuer à exercer son programme. Et son programme on est toujours pas rassuré que c'est basé sur l'intérêt de la population. Donc voilà, c'est en quelques mots comment je pouvais circonscrire ma petite intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, M. David. Alors, sans plus attendre, parce que nous avons déjà perdu le site du temps, nous avons déjà dépassé une heure de conférence. Alors, nous allons passer directement à la séance de questions-réponses où nous écoutons les questions de nos confrères dans le groupe afin de pouvoir les poser à nos différents intervenants. En fait, il y a deux personnes. Il s'agit de M. Enna Kombonfussi et Martin. Non, il s'agit plutôt de M. Dieudonné Batou Bengue et M. Martin Saï Alpers. En fait, pourquoi j'ai réuni leurs questions? Parce que leurs questions semblent similaires dans le sens où ils se posent la question sur l'article 214 de la Constitution en ce qui concerne les traités. Alors, je lis et puis je laisse la parole à nos différents intervenants, donc en ordre tel qu'on avait commencé. Si M. Patrick a une réponse, il pourra répondre. Et si M. Rabi a une réponse, il pourra aussi répondre. Et M. Onissi pourra aussi répondre à la fin. Alors, je lis d'abord rapidement les traités de l'article 214 de la Constitution, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions des territoires ne peuvent être ratifié ou approuvé qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, ni la jonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendum. Alors, les questions de nos confrères qui sont similaires, en fait, est de pouvoir interpréter cet article. À cela aussi, j'associe l'article 214 parce que très souvent on en parle en même temps. L'article, non. D'ailleurs, je viens plutôt de lire l'article 214. À cela aussi s'ajoute l'article 217 qui dit la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. D'ailleurs, personnellement, je me souviens que récemment, alors que j'étais en train de lire quelques articles pour me documenter sur le sujet, j'ai pu voir où le président de la République a dit que l'article 214 était en train de mettre en péril, ou bien de risquer la souveraineté de la République démocratique du Congo. Alors, comment vous pouvez réagir à ces deux articles en ce qui concerne l'article 214 de la Constitution et l'article
217. Monsieur Patrick, si vous avez une réponse, vous pouvez nous en faire part. Sinon, Monsieur David Onisi. Commençons avec Monsieur Patrick. Oui, merci pour la question qui est purement j'espère bien que non, nos collègues, mes confrères vont quand même bien répondre avec beaucoup de justesse. Mais à ce que je sache, je pense bien que non, il y aura toujours des ratifications de traités. Dès lors qu'il y a un changement de constitution, ces traités-là tombent. Il faut encore qu'il y ait de l'autorisation pour les approuver. C'est à ce que je sache. C'est un peu mon point de vue parce que on doit savoir que non, la loi mère, la loi fondamentale qui organise l'État, ce n'est pas les traités. Les traités viennent en seconde liés à ce que, à moins qu'il y ait une contradiction là-dessus, c'est la loi d'abord, la Constitution qui nous organise avant que d'autres lois viennent. Dès que la Constitution tombe, s'il y a réellement le changement de la Constitution, on doit encore revenir là-dessus pour maintenant soit approuver ou récontracter certaines lois ou certaines choses. Mais quand même, je laisse aux spécialistes d'en parler sur ces questions ici. D'accord, monsieur, est-ce que monsieur Ali n'est pas là? Je crois qu'il nous a quitté. Monsieur David, avez-vous une réaction par rapport à la question? C'est en ce qui concerne l'article 214 et l'article 217 de la Constitution. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'abord, en ce qui concerne l'article 217, l'interprétation qu'on fait de l'article 217 n'est que erronée. Moi, j'aimerais bien parler de l'origine historique du contenu de l'article 217. Je pense que nous nous souvenons tous de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui s'était fixé pour l'objectif l'intégration africaine. Et dans cette intégration africaine, on devait quitter de l'organisation pluriétatique à une organisation d'un État où l'Afrique serait considérée comme un État. Et que les autres États seraient considérés comme des provinces. C'était à l'époque l'objectif poursuivi par Muammar Kadhafi à l'époque, Mobutu et les autres. Et dans le cadre de cette organisation de l'unité africaine, il était demandé à ce que les États africains, pour marquer leur adhésion à l'idée de l'intégration africaine du pouvoir, mettre expressement dans la Constitution le contenu de cette discussion de l'article 217 qui ferait que les États marquent leur accord à la cession d'une partie de leur souveraineté pour des questions liées à l'unité africaine. Ce n'est que ça. Il n'y a pas d'arrière-pensée liée à cette question et il n'y a même pas lieu de faire en sorte qu'on puisse donner l'interprétation qu'on donne à cette discussion telle qu'on le fait maintenant. Et donc, je ne pense pas qu'un changement de la Constitution ferait en sorte que le traité et accord ratifié antérieurement puisse tomber et que ça nécessite une autre ratification, parce que il vous souviendra de tous les États qui existent, qui ont connu par exemple le coup d'État. Je parlerai du Mali, du Niger, je parlerai du Mali, du Niger et du Gabon, pour ne citer que ces États-là. Le fait pour eux d'avoir changé de constitution n'y vaut pas expressement les renoncements aux traités et accords qu'ils ont ratifiés. Pour preuve, lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui a eu lieu récemment à New York, les représentants du Mali, c'est-à-dire qu'après l'adoption de la nouvelle constitution, le représentant du Mali a été là et a pris parole. Et donc, il y a d'autres organisations auxquelles ils font partie. Il y a la CEDEAO, par exemple, duquel ils avaient été suspendus et après ils ont eu l'idée de quitter eux-mêmes. Et donc, il y a la constitution ou pas, et un changé de constitution ou pas, ça n'implique pas forcément
de pouvoir automatiquement quitter les différents traités ou accords internationaux ratifiés avec la constitution qui a existé antérieurement. Voilà un peu comment je peux répondre à la question. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. La réaction de M. David a pu tirer la personnellement, mais moi, ça n'a rien fait. Bon, un peu fait peur. Quand je l'avais lu en premier lieu, je me suis dit, bon, peut-être que le président a raison de parler, parce qu'on parle déjà d'amener partiellement. Je m'étais dit, mais à cause d'un traité, le Congo est obligé de faire quelque chose qui a aucun avantage pour le Congo, juste simplement parce que c'est un traité. Si c'est un traité qui n'a aucun avantage pour la population congolaise. Voilà, ça va être un désavantage, bien un inconvénient. Nous avons du mal à vous écouter. Oui, je disais ceci. Je disais que même moi personnellement, quand j'avais eu en fait à lire l'article en question, ça m'avait un peu fait peur parce que je m'étais dit abandonner partiellement la souveraineté d'un pays à cause d'un traité. Là, nous pouvons subir en fait par exemple, les choses que nous sommes, par exemple, en train de constater en ce qui concerne l'Europe aujourd'hui, avec tout ce que les États-Unis fait faire à l'OTAN, tout simplement à cause des avantages des États-Unis, et je me dis, à cause d'un traité, le Congo peut aussi un jour subir quelque chose. Bon, c'est ce que je me disais. Hein, avec l'aide de M. David, avec sa réaction, je puis être éclairé. Bon, je ne sais pas, je viens de lire nos différentes réactions dans le groupe. Je crois que... Monsieur Kevin, j'ai une question pour nos deux... Bon, je dis deux... Oui, d'accord. Le troisième intervenant... Parce que j'étais en train de lire, j'ai pu voir que les gens ne posent plus de questions. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui a une question, qui peut la poser sans problème. Je disais que ma question s'adresse aux trois intervenants, bien évidemment, malgré il y a un qui nous a quittés, je pense qu'il y a problème de connexion. Alors, ma question est celle-ci. Nos intervenants ne voient-ils pas des imperfections dans la Constitution? Ou encore, selon eux, quels sont les articles à problème dans l'actuelle Constitution? Je ne sais pas si je peux quand même intervenir. Alors, vous êtes à l'écoute? Nous écoutons, M. Patrick. Oui, bien avant de répondre à la question de M. Gédi, j'espère que c'est Gédi, hein? Je vais d'abord revenir sur mon confrère qui est aussi intervenant, qui vient de nous parler sur la question de l'article 217 en donnant son historique, comment cet article a été intégré dans notre constitution. Et dans son parler, je constate quand même qu'il n'arrive pas à soulever cette dangerosité qui existe dans cette constitution, bien quand même c'était en termes je peux dire quoi, en termes d'entente avec des pays africains pour qu'on puisse intégrer cette constitution. J'espère bien que non, quand vous nous évoquez l'historique, on constate que dans l'intention idéale de cette disposition constitutionnelle, l'intention est bonne en fait, on doit quand même le faire. Mais avec maintenant la situation actuelle de notre pays, qui est entouré par plusieurs autres pays qui veulent nuire à notre pays, cette disposition devient une disposition dangereuse face à notre pays. Parce que qu'on les dise que non, peut-être c'était par rapport aux accords africains qu'on a pu apprendre cette disposition, mais quand même quand vous faites une analyse purement objective sur cette question, vous constatez que non, cette disposition devient quand même dangereuse. Là qu'on se le dise quand même. On se dit bien quand même que nous sommes quand même contre le changement improvisé de la Constitution.
Mais néanmoins, il y a des dispositions constitutionnelles, des dispositions dans notre constitution qui ne sont pas des bonnes dispositions qu'on doit quand même changer. Même la question de la nationalité congolaise. Là, nous sommes tous d'accord que non, cette question quand même doit être révisée. La constitution même du mandat. Laissez-moi quand même vous le dire avec beaucoup de honnêteté. Avec la grandeur de notre pays, moi je suis d'avis. Je suis d'avis qu'on puisse même prolonger le mandat du président de la République. Je suis aussi d'avis pour qu'on puisse changer même le mode d'élection pour les gouverneurs. Je suis d'avis pour beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de choses qu'on doit quand même changer dans ces pays. On doit changer dans cette constitution. Qui nécessite quand même un changement, bien quand même. Nous disons que c'est improvisé ce changement parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'autres urgences sociales qui nécessitent vraiment que le gouvernement puisse faire quelque chose par rapport au changement de quelque chose que moi je trouve d'abord non prioritaire, le changement qui est non prioritaire plutôt, et puis ce changement qui est improvisé qu'on ne peut pas tout à fait s'y accrocher par rapport à ce que nous vivons dans notre pays comme situation, tant politique, tant sociale, et temps sécuritaire qui ne nous permettent pas de changer la constitution. Mais néanmoins, nous devons admettre qu'il y a quand même à boire et à manger dans notre constitution. Voilà quand même ma réaction par rapport aux deux questions de notre collègue et aussi à la réaction de mon confrère qui a intervenu. Est-ce que vous me permettez d'intervenir maintenant et répondre à la question? Allô? Oui, sans problème, sans problème. Ok, merci. Ça vous permet ça? Oui. Bon, j'aimerais surtout pour faute de temps que vous puissiez être un peu plus bref. Donc, je crois Ne vous faites pas, je le serai. entre 2 minutes, 2 minutes. Je le serai. D'accord, merci. Et évidemment, il y a des dispositions qu'il faut modifier. La question liée à la nationalité, je suis bien d'accord. Ça, c'est une question cruciale et il faut penser à la modification. Mais j'aimerais interpeller l'intervenant le plus immédiat, mon cher co-débatteur. L'article 217, je viens même d'en envoyer le contenu dans le groupe. On dit la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association. On sait tous qu'en français, il y a une différence entre lorsqu'on dit la RDC doit et la RDC peut. Parce que il faut considérer les accords et les traités comme l'adhésion n'est fermée qu'à la seule volonté des États à pouvoir y adhérer. Par exemple, un traité, un accord qui existerait, qui ferait en sorte que la RDC puisse céder une part de sa souveraineté, mais que la RDC ne veut pas ratifier ou conclure ces traités-là ne sera pas, mais ne sera pas imposable. Il ne faut pas qu'on puisse considérer l'interprétation erronée qui est faite par des politiques. Cette discussion, l'article 217, se retrouve presque dans la majeure partie des États africains. Donc, cette discussion ne pose aucun problème. Il suffirait de l'analyser pour comprendre. Ce n'est pas comme si, parce qu'on est en guerre avec le Rwanda, par exemple, et le Rwanda va se décider aujourd'hui, ou l'Union africaine va se décider aujourd'hui que la RDC donne une portion de terre au Rwanda. Non, pas du tout. La disposition de l'article 217 ne pose aucun problème. On doit se mettre tous d'accord sur cette question-là. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées. Moi, je suis d'avis sur la question liée à la nationalité. Il y a la question liée à la polygamie, par exemple. Aujourd'hui, il est presque vu dans la culture congolaise que de plus en plus, les hommes mariés ont tendance à avoir une femme ou 2 autres femmes à l'extérieur. Et donc, ça donne une certaine insécurité juridique pour les enfants qui naissent dans ces genres d'union. Et je pense qu'il faut que les lois puissent refléter la volonté de la population. Et si la volonté de la population tend dans le sens de la légalisation de la polygamie, alors il faut permettre aux hommes d'encadrer cette polygamie, permettre aux hommes d'avoir une femme ou dans
ajouter une deuxième s'il le veut. Il y a plusieurs autres questions qui nécessitent la modification, mais maintenant, là, il n'y en a aucune qui bloque le développement de la République. Et l'article 217, je le dis et je le répète, ne pose aucun problème dans son contenu qui mettrait un danger, qui représenterait un danger pour la République. En tout cas, pour ce faire, on va se mettre d'accord. Il suffit de lire le français et de le comprendre et de savoir l'origine de ces contenus et savoir que ces contenus se trouvent presque dans la majeure partie des constitutions des pays africains pour une intégration. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à la question. Mais bon, il y a des histoires qui peuvent être modifiées, mais le problème c'est l'opportunité. Il n'y a pas lieu à ce qu'on puisse vraiment penser à la modification de la constitution parce que ce n'est pas opportun. Je ne vois pas quelle est l'urgence qui s'impose, qui nécessite à ce qu'on puisse modifier la constitution. Il y a des choses bien plus importantes à pouvoir faire. Il faut améliorer les conditions sociales de population. Je crois que c'est le plus important. La modification peut intervenir bien plus tard ou après. Ce n'est pas urgent. Voilà un peu. Pardon, Julia, vous avez posé une question, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez la répondre parce que je crois que nos intervenants n'ont pas encore répondu à votre préoccupation. Ensuite, nous allons poser une dernière question et puis nous allons clôturer la séance. Merci Cordon Kevin. Ma question consiste à savoir si les articles à problème dans l'actuelle constitution, c'est-à-dire des imperfections, ou bien on peut noter que la constitution actuelle est parfaite. Monsieur Patrick, est-ce que vous pouvez réagir? Bon, je crois que au travers de leurs interventions, ils ont déjà soufflé quelques réponses, mais je leur laisse la parole pour qu'ils puissent parler même une minute, parce que je crois déjà qu'ils ont déjà à répondre, mais je leur laisse la parole durant une minute, qu'ils puissent éclairer encore notre connaissance. Oui, nous l'avons quand même dit nous tous avec le débatteur M. David que dans cette constitution, il y a des articles qu'on doit quand même aussi revoir. Et j'ai évoqué même l'article qui nous parle de la nationalité congolaise qu'on doit quand même revoir. Et j'ai évoqué aussi l'article qui nous parle aussi de mandat, c'est-à-dire le mandat du chef de l'État et aussi l'élection du gouverneur qui doit être aussi révi. Les gouverneurs doivent ces autorités gouvernent l'État. Ils représentent le président de la République au niveau de leur province. Je suis totalement contre que ces gens-là proviennent par une élection de députés provinciaux. Vraiment, je suis d'avis qu'il y a quand même aussi une modification qu'on puisse revoir aussi de ce côté-là. Il y a beaucoup d'autres confusions qu'on peut soulever. Alors, faute quand même des temps, je préférerais quand même qu'il y ait encore un autre échange là-dessus pour venir un peu en parler en profondeur sur des questions. Et dès le début, j'ai parlé aussi des systèmes éducatifs de notre pays. Il doit aussi y avoir des réformes de ces côtés-là. Et ces réformes doivent se baser sur les changements de la Constitution. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut soulever ici par rapport à cette constitution qui doit être modifiée. Et aussi, moi, je m'en tiens à l'article 217 aussi, qui constitue aussi d'un danger, parce que je vais quand même revenir par rapport à M. David qui parle en évoquant, disant qu'il n'a plus, en évoquant le français qui est là-dedans. Mais moi, je ne vois pas les français, je ne vois pas l'aspect texte. Mais moi, je vois maintenant l'aspect moral des Congolais, de nos autorités. Je vois l'aspect politique et la manière dont notre classe politique gère l'État, qui fait que cet article devient maintenant un danger face à la République. Parce que nous sommes en face des gens qui n'ont pas d'abord l'amour de notre pays. Nous sommes en face des gens qui n'ont pas vraiment l'intérêt à pouvoir mieux
mieux faire pour la nation. Et ces gens peuvent contracter ou bien peuvent signer des traités, des accords en se basant sur base de ces textes. Que mon ami pense que non, le français c'est bien écrit, mais en n'ayant pas l'œil un peu, je peux dire, universel sur l'aspect politique, l'aspect personnalité, c'est-à-dire l'aspect de nos dirigeants, pour enfin conclure sur base de l'article ici. Sur l'aspect test, moi je ne suis pas tout à fait contraire, mais sur l'aspect politique et des gens qui nous dirigent notre pays, je pense que non, l'article ici doit être revu parce qu'on n'a pas confiance avec cette classe politique. Je parle un peu je prends le volet là pour un peu à m'appuyer sur l'article 217 et je pense bien que l'article ici doit être changé. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. David s'il a aussi à dire. Je vous remets la parole. D'accord. M. David. Merci. Moi, je vais revenir à cet article 217 parce que dans la ratification des accords ou des traités internationaux, il n'y a pas que le pouvoir exécutif qui entre en jeu. Il y a d'autres pouvoirs qui entrent en symbiose. Il y a l'exécutif qui manifeste la volonté et le législatif qui vote la loi de ratification. Et donc, il faut considérer les caractères véreux de notre acteur politique. La responsabilité nous revient parce que c'est lui qui est président de la République, c'est nous qui l'élisons. Et ceux qui sont députés nationaux, c'est également nous qui les élisons. Et donc, il revient à nous plutôt de savoir quelles sont les personnes à qui nous devons accorder notre confiance en les élisant. Indistinctement, soit le président de la République ou les députés nationaux, parce qu'ils sont censés nous représenter. Je vais le dire et je vais le redire encore. La RDC n'a pas besoin. Ce n'est jamais une question de modification de loi. Je pense que c'est plutôt une question d'applicabilité de ce loi. Nous n'avons pas la culture d'appliquer le loi. Vous voyez, on a tendance de changer d'avis à chaque fois que notre propre intérêt est mis en jeu. Je vais le rappeler encore, comme je l'ai dit dans mon intervention, que ceux qui hier étaient à l'opposition se posaient par rapport à la modification de la pension, aujourd'hui, ce sont eux qui initient la modification de la pension. Et ceux qui hier ont voulu modifier la constitution, ce sont eux aujourd'hui qui s'opposent à cette modification. Et donc, les intérêts politiques sont changeants. Les agents politiques, non, les hommes politiques ont leur façon à eux de fonctionner, ils ont leur caprice à eux, mais nous, dans notre manière de réfléchir ou dans notre manière de leur accorder la confiance, nous devons être beaucoup plus exigeants et beaucoup plus regardants. S'il y a des discussions qui posent problème, oui, on a parlé de la discussion sur la nationalité, qu'il faille modifier pour tenir compte de certains autres aspects, et bien évidemment, il y a d'autres dispositions qui peuvent aussi subir de modifications. Mais là encore, je vais le dire, c'est une question d'opportunité. Je ne pense pas qu'il soit opportun maintenant de passer à une révision ou à un changement de la Constitution. Je vous remercie. D'accord. Alors, nous allons passer à la dernière question. Il s'agit de la question de notre père Randy Ondele. Notre confrère Randy Ondele pose la question comme suit. L'article 220 est-il réellement un protecteur sans protection? Je parle de l'article 220, si vous me permettez de le lire. L'article 220 stipule ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Je réponds encore à sa question. Cette question est encore... Oui, l'article 220 que je viens de lire, est-il réellement un protecteur sans protection? Parce que en lisant le premier paragraphe, nous avons l'impression que
Donc cette révision est interdite. Mais est-elle interdite ou pas? Alors je laisse la parole tout d'abord à M. Patrick, s'il a une réponse. Et puis nous allons passer à M. David, et ensuite nous allons clôturer. Oui, pour la question de notre frère, je pense bien qu'ici nous évoquons les changements de la Constitution et non la révision constitutionnelle. Parce que l'article 220 parle de la révision constitutionnelle. Si la classe politique actuelle opte pour une révision constitutionnelle, là, j'espère bien qu'il y aura certains articles qu'on ne pourra pas toucher si on s'est conformé à cet article 220. Mais si nous passons au changement constitutionnel, là, vraiment, je pense bien que non, même cet article 220 tombe caduque. Parce que là, on change la Constitution. Et nous l'avons dit, nous tous, trois, que changer la Constitution veut dire juste mettre de côté les textes actuels, la Constitution actuelle que nous avons, et écrire un autre texte. C'est en rédiger une nouvelle Constitution. Ce qui veut dire que non, je peux répondre oui, que cet article est vraiment un protecteur sans protection, parce que ça montre, ça protège cette constitution. Ça sort comme si c'est un protecteur de cette constitution, mais ça ne protège pas dès lors qu'on évoque le changement de la constitution. Voilà un peu d'une manière un peu scientifique que je peux donner l'avis, tout en laissant l'aspect juridique à mon confrère David, qui pourrait encore bien expliciter cette question. Monsieur David? Oui, merci. Je viens d'écouter la question. Bon, je ne sais pas l'auteur de la question veut parler de quoi, parce que si il faut qu'on se mette d'accord si cette disposition est verrouillée, oui, elle l'est, parce qu'elle donne des matières qui ne peuvent faire l'objet de modifications. Et ces matières qui sont contenues dans cette disposition de l'article 220 ne peuvent connaître de modification qu'à travers un changement de constitution. Donc aucune modification ne peut venir toucher les matières qui sont énumérées dans cette disposition. Donc voilà, s'il faut parler de la protection, je pense que la disposition, plus qu'elle verrouille certaines comment je peux parler de ça, certaines matières qui ne peuvent connaître de modification. Et donc je pense qu'il faille affirmer l'objectif sans lequel cette disposition est une protection de ces matières qui ne peuvent subir de modification. Voilà comment je pense avoir abordé la question par rapport à l'angle à travers lequel l'auteur de la question l'a posé. D'accord, j'espère que monsieur Randy Ondele, j'espère que vous avez reçu la réponse à votre question, à savoir que la protection dont il s'agit ici, c'est une protection par rapport à la révision. Mais cette protection peut tomber s'il s'agit d'un changement de constitution. Parce que dès lors qu'on change la constitution, là, il n'est pas une question de réviser. Tout ce qui était avant tombe caduque. Quelle a été la réponse de nos deux intervenants? Je pense que la question n'a pas été abordée dans les sous-mois que j'ai déjà envoyés. C'est que moi j'ai voulu. Mes sincères excuses par rapport à la conférence, celles de nos intervenants et les animateurs qui ont le droit de prendre la parole. Je disais par rapport à la question en ce sens, intervenir dans les groupes, nos intervenants sont encore avec nous, ils vont éclairer dans le groupe en privé. Prière de respecter mes excuses. Je pose seulement la question en 30 secondes. Justement, le problème c'est la procédure. Vous ne devez pas poser la question étant non intervenant. Sinon, ça puisse violer un tout petit peu
le principe qu'on a établi par rapport à la conférence. Je pense que... En fait, ne vous dérangez pas, nos intervenants sont dans le groupe, ils sont là, vous pouvez même poser vos questions après la conférence, parce que nous avons déjà largement dépassé le temps. Il est déjà 22h10. Alors, si vous avez des questions, accorder les 30 secondes là, s'il vous plaît. On peut accorder les 30 secondes là, s'il vous plaît, qu'il puisse bien expliciter sa question. Bon, d'accord. Monsieur Randy, vous pouvez poser votre question et puis nous allons clôturer. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir, l'article 220 de la Constitution verrouille certains articles, certaines dispositions de la Constitution sans pour autant qu'il soit verrouillé lui-même. C'est pour cela que je voulais savoir, est-ce un protecteur sans protection? Est-ce qu'on peut modifier l'article 220 pour essayer un peu de déverrouiller ces dispositions? Soit cet article est lui-même une sorte de porte qui n'est pas vraiment explicitée dans la Constitution comme une sorte de verrou lui-même. C'est ce que je voulais savoir. Oui, un peu trop vite pour quand même aider les collègues, les frères qui viennent de poser la question. Nous l'avons bien dit nous tous, avec M. David, s'il est encore là, que l'article évoqué 220 cet article devient un protecteur au moment où nous évoquons la révision constitutionnelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui la classe politique évoque la révision constitutionnelle, cet article est verrouillé, c'est-à-dire les aspects évoqués par cet article sera verrouillé, c'est-à-dire on ne va pas toucher à ces dispositions-là. Maintenant, ici nous ne parlons pas de la révision constitutionnelle et la classe politique actuelle n'évoque même pas la révision constitutionnelle. Ils ont commencé par la révision pour un peu attirer l'attention de la population et au finish ils sont passés par le changement constitutionnel. Et lorsqu'on veut changer la constitution, là comprenez que non, l'article 220 est inclus dans le changement de la constitution parce que ça devient caduc, ça tombe, c'est le changement de la constitution qui veut dire être de côté cette constitution et en évoquer et en rédiger un autre. En rédiger une autre constitution, c'est un peu ça ce que je peux dire. En fait, c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas si votre question se base sur la révision constitutionnelle, qui n'est pas le cas, qui n'est pas évoqué par la classe politique, ou sur base du changement constitutionnel. Si c'est le changement, soyons sûrs que non, l'article là tombe. D'accord. Je crois que votre réponse est un peu plus clair. Alors, sur ce, j'aimerais clôturer cette conférence. Mais avant de clôturer, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, ou bien même d'autres idées vous viennent après la conférence, vous pouvez poser vos questions. Nos orateurs sont là. Ils sont là dans le groupe, ils pourront quand même vous répondre personnellement, mais ils pourront vous répondre même par écrit dans le groupe, tout en organisant très bien leur réponse. Parce que ici, nous sommes dans une conférence, parfois on n'a pas de temps pour tout organiser dans le cerveau, tout ça. Alors que par écrit, vous pouvez avoir des réponses comme ici. Alors, avant de clôturer, je laisse d'abord la parole à monsieur au cordon, j'ai déjà. S'il y a de communiquer, sinon, je clôture. Pardon, j'ai déjà. Y a-t-il un communiqué, quoi que ce soit? Merci, Cordon Kevin. Merci pour ces brillantes interventions, chers intervenants. J'estime que c'est peut-être la première fois, mais pas la dernière. Nous aurons à discuter encore et encore sur des sujets pour de temps à autre éveiller la jeunesse congolaise. Comme vous le savez, le développement de la nation est intrinsèquement lié à la qualité de la population que nous sommes. Je vous dis merci et merci aux participants
Merci aux coordonnateurs qui ont pu participer. Et je crois que nous reverrons. À très bientôt. Mais Cordon Kevin, vous pourriez clôturer la séance. Merci beaucoup. Merci à la participation de tous. Merci à la participation de nos intervenants. Sur ce, bonne nuit à tous. Merci. Merci.